Bienvenue sur Entre nous, le podcast des histoires qui nous relient. Ici, les liens nous parlent, les rencontres nous déplacent, les histoires nous bouleversent. On écoute les parcours de vie, les trajectoires croisées, les liens et ce qu'ils font naître en nous. Chaque invité ouvre une fenêtre sur son univers et sur les rencontres qui l'ont porté jusqu'ici, puis nous amène vers une personne qui l'inspire, déroulant une chaîne de témoignages uniques, vibrants et profondément humains. Tu viens avec nous ? Pour moi, Charlotte, c'est un petit bonbon, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en fait, elle est pâtissière, donc forcément, ça lui va très bien. Parce que aussi bien dans sa manière de travailler que dans sa personnalité, c'est une personne extrêmement drôle. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec elle, j'ai envie de me marrer, mais direct. Mais même au-delà de l'humour, c'est une personne qui est ultra sensible, qui t'écoute avec une vraie attention. Elle n'a pas de préjugés. Tu vois, j'ai été invitée à son anniversaire, là, j'ai vu l'étendue de ses amis, et ça ne m'étonne pas parce qu'elle a plein d'amis, parce que c'est une personne formidable, mais en fait il y a des personnes de tous les bords, de tous les cercles, tu vois, c'est très varié, et je trouve que ça dénote à travers ses amis son ouverture d'esprit, puis son métier, quoi, parce qu'elle fait son taf, elle fait son taf même si elle est en PLS. Des fois elle me dit, des fois elle me dit putain, je suis au bout du roule, c'est tout. Je dis putain, mais j'en ai pour des heures, tu te rends compte le nombre de macarons qu'il faut que je sorte et tout. Et elle est drôle parce que elle le fait, son job, tu vois, même dans le côté dur un peu des choses, où des fois, voilà, si elle se met une mine la veille parce qu'elle a fait la fête, elle va quand même les sortir, ces trucs, tu vois. Et j'aime bien sa ténacité. Et j'aime bien, je sais pas, sa manière d'être, sa manière de vivre. Je trouve qu'elle dégage une fraîcheur et elle est emballée pour tout. Donc si elle est fière de toi ou si elle trouve qu'un truc est génial, elle va te le dire, mais elle va te le répéter. Elle est vraiment très généreuse, je trouve. Dans sa personnalité, dans sa façon de cuisiner, de pâtisser. Voilà, je trouve une personne vraiment qui est ultra connectée à l'humain aussi, à la vie. Elle se pose pas 15 000 questions, elle y va, quoi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je pense que ça doit être très fort de recevoir ça. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça m'émeut beaucoup parce que Caro, effectivement, on se connaît depuis finalement pas très longtemps. On a appris à se connaître par le biais du travail et après personnellement. Et ça me touche beaucoup parce que effectivement, au quotidien, on n'a jamais l'occasion en fait de savoir réellement ce que les gens pensent de soi. Et en toute humilité, c'est vrai que j'aime les gens, j'aime la vie et je me refuse d'avoir des limites. Je me refuse de me priver de certains moments. Je me refuse de catégoriser les choses. Enfin, je veux cette liberté et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me touche énormément. Il faut que je reprenne un petit peu mes esprits, mais ça me touche énormément. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Charlotte ? Donc effectivement, je suis pâtissière à mon compte. J'ai créé l'entreprise il y a 5 ans maintenant, donc Chachou Pâtisserie. Et voilà, j'essaye d'en vivre, on va dire, comme ça, parce que c'est pas facile de monter sa propre entreprise. Avant ça, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est celle-ci. Peut-être que demain, c'en sera une autre, mais en tout cas, pour le moment, je suis pâtissière. Tu faisais quoi avant de faire de la pâtisserie ? J'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la Cité musicale à Metz, donc qui regroupe l'Arsenal, la BAM et les Trinitaires. Et ça a été une expérience formidable. C'était incroyable de travailler dans ce milieu, ça a toujours été un rêve. Et je suis rentrée par la petite porte en tenant des portes pendant une année. Et puis après, on m'a donné l'opportunité de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. On était vraiment tous très proches. Et puis de travailler quand les gens se divertissent, forcément, tu travailles en parallèle en fait du rythme classique. Donc tu crées des liens avec ces personnes qui sont formidables parce que en fait, ça devient tes amis, mais aussi ta famille, ton rythme, ta vie. Donc c'était vraiment oui, une dizaine d'années vraiment formidables que j'ai adoré. Tu dis on t'a donné l'opportunité, c'est une personne en particulier ? C'est plusieurs personnes qui ont cru en moi et qui ont su à un moment donné ou me tendre la main ou me faire la courte échelle pour que je monte. J'ai eu quelques Fred autour de moi qui ont su bien m'aider à des moments
parce qu'il s'appelait Ah, Fred. il y avait plusieurs Il y avait Fred. plusieurs Ah Fred. non, je cherchais une référence que Ouais, j'avais j'ai trouvé pas. ça assez drôle de dire qu'il y avait quelques Fred. Donc, D'accord, il y avait quelques Fred, d'accord. voilà, qui mais t'ont- aussi le directeur et la directrice adjointe de l'époque. Voilà, ça a été, comment dire, plusieurs personnes en fait qui ont fait que, voilà, ils m'ont permis de pouvoir progresser au sein de l'entreprise et c'était super. Et donc, tu faisais quoi à la fin peut-être de ta carrière à la Cité musicale? Eh bien, j'étais responsable du service commercial, voilà, avec un volet aussi marketing. Ouais, c'est intéressant, on s'imagine pas ces métiers-là quand tu vas voir un concert ou autre, ou que tu vas sur des lieux comme ça. Qu'en fait, oui, il y a aussi du commercial. Bah, c'est de la location de salle en fait. C'est les lieux culturels sont financés de diverses manières. Et il y en a une effectivement qui se démocratise de plus en plus, c'est la location de salle, mais que ce soit pour du professionnel ou du personnel. Dans le sens où effectivement ça pouvait être des entreprises, mais aussi bien des mariages par exemple. Tu te retrouves à quand même à un bon poste, Oui. mais pour autant, tu as des aspirations pour la pâtisserie déjà à ce moment-là. Comment la pâtisserie arrive dans ta vie, ou que l'envie d'en faire ton métier en tout cas? Eh bien, en fait, pas du tout. À cette période-là, alors j'avais déjà en tête qu'un jour, je montrais quelque chose. Bon. Alors quoi, c'est un peu tout l'ambiguïté de la chose au démarrage. Bon, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que je savais que ça avait un lien avec la nourriture. Ça, c'était sûr. Parce que, comme le disait ma belle Caroline, voilà, j'aime faire plaisir aux gens et puis j'adore manger les bonnes choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien de manière... Enfin, ça prend une place très importante. Pour te dire, ma fille, pour ses 10 ans, on lui a demandé ce qu'elle souhaitait comme cadeau et elle a choisi qu'on l'emmène dans un restaurant étoilé. Ah Donc oui, voilà, c'est d'accord. vraiment quelque chose chez nous, la nourriture, c'est très 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 important. Ton amour pour la bouffe, comme tu dis, ou même aussi la réception, enfin le fait de recevoir du monde, je pense aussi, t'aimes bien recevoir chez toi, je pense. J'adore. Et ça te vient de quelque part? D'un côté, j'avais mes grands-parents polonais et allemands. Mon papy était mineur, ma mamie elle était femme à la maison. Mais par contre, ils étaient dans une générosité du partage, en fait, avec les cafés Klatch, les gâteaux à la crème au beurre, et puis comment dire, les repas. T'arrivais à 11h le matin, tu repartais à 23h le soir. C'était quelque chose qui était extrêmement convivial et qui, pour nous, faisait partie intégrante de nos week-ends. Je veux dire, ce plaisir de rester à table sur des heures et des heures, c'était la vie, en fait. Et ça riait et ça pleurait. Enfin, le côté allemand dans toute sa splendeur, quoi. Les extrêmes en permanence. Ça finissait au schnapps. Enfin, c'était merveilleux. C'était une période merveilleuse. De l'autre côté, mes autres grands-parents, il y a la Pologne et l'Allemagne d'un côté, il y a le Brésil et l'Égypte de l'autre. Oh bien. Là, on était plus sur les mondanités, sur le savoir-être. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, mes grands-parents m'ont appris à me tenir à table, à m'intégrer dans chaque milieu socioculturel, finalement, mais toujours dans cet esprit de partage autour d'une table. Mon grand-père, par exemple, était complètement amoureux des vins, donc il m'a fait goûter des châteaux Yquem, des châteaux Margaux, quand j'étais encore jeune adulte, donc c'est resté incroyable. En fait, c'est des souvenirs incroyables pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose... par exemple, mon père passe toutes ses journées, ses soirées en cuisine pour... voilà, il se met des challenges et à chaque fois, on sent la fierté chez lui. C'est formidable. On fait aussi des cours de pâtisserie où je lui apprends des techniques de pâtisserie. Voilà, nous, la famille, on se retrouve souvent autour de la nourriture, des repas, de la convivialité et des vins. Et c'est vrai que effectivement, j'adore recevoir et partager justement. Pour moi, en fait, faire à manger à quelqu'un, c'est lui dire que tu l'aimes. Et la vie a fait que l'un des Fred de l'Arsenal m'a proposé un emploi aux eaux d'Amnéville. Voilà, je suis restée 2 ans. Pendant ces 2 années, le projet de créer quelque chose devenait de plus en plus important et c'est vrai que la notion d'entrepreneuriat commençait vraiment à prendre son sens, tu vois. Je sentais qu'il fallait que je sois libre dans toutes mes décisions. C'est venu avec le temps, ça. Tu l'as pas eu
tout de Non, suite? ça, je crois que c'est quelque chose au fond de moi qui a toujours été, en fait. Ah, quand même. Oui, depuis toujours, j'aime bien décider quand même. Il faut être à l'écoute, il faut entendre, il faut recevoir ce qu'on a à nous dire. Et dans le management, c'est un des piliers justement d'un management, enfin en tout cas d'un management comme je l'entends et d'un management qui, à mon sens, fonctionne. Il faut absolument recevoir, entendre et analyser. Pour autant, je pense qu'il y a des caractères dont je fais partie où il y a besoin de prendre des décisions. À la base, je savais que j'avais envie d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de monter quelque chose, mais tu es aussi face à une page blanche, un mur, un océan d'incertitude finalement, et avec des amis, pareil, qui ont ce sens de la bonne tablée, des bonnes soirées, etc., on décide de monter un salon de thé. C'était un projet qu'on avait toujours eu, et on décide à un moment donné de se lancer toutes les trois. On fait toutes les démarches, enfin, voilà, on se donne vraiment du mal pour essayer d'imaginer en fait le lieu qui nous ressemblerait le mieux à toutes les trois. Donc à ce moment-là, je quitte le zoo pour me consacrer vraiment donc à la création de ce projet. Et donc mes deux amies, une était encore en poste et l'autre a également quitté son emploi. Donc on était vraiment à temps plein dans la création de ce lieu finalement. Et là, j'ai repris une année de CAP parce que pour monter un salon de thé, il fallait forcément que l'une de nous trois soit formée en CAP pâtisserie. J'avoue que je trouvais ça assez drôle finalement de rajouter ça à mon CV. C'est vrai que vu que j'avais fait une rupture conventionnelle avec le zoo, j'étais disponible pour le faire, donc je me suis lancée. Pour l'anecdote, vraiment, il faut que je te le raconte. On est le 25 septembre et donc là, on apprend qu'on doit avoir le CAP pour ouvrir notre salon de thé. Donc on avait prévu une ouverture en mai, ok ? Donc septembre, mai. Et donc là, je me dis ok. Donc on va voir la chambre des métiers avec donc mon autre amie avec qui on faisait les démarches, etc. Et là, la responsable de formation nous dit non, mais en fait, là, il n'y a plus de place. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Il n'y a plus de place. Et je lui dis mais quand vous dites il n'y a plus de place, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de place ? Ou genre, il n'y a plus de place, mais on peut quand même trouver un arrangement ? Elle me dit non, mais écoutez, il reste une place. Je dis ah, bon, donc il reste une place. Très bien. Oui, alors il reste une place, mais il faut que vous soyez financé par un organisme type, à l'époque, c'était l'ANPE, enfin Pôle emploi, pardon. Oula. Pôle emploi, donc il faut, mais d'expérience, ça n'arrive jamais. J'étais à oulala, alors ça c'est un challenge. Donc le lendemain, je vais à Pôle emploi avec mon petit dossier pour expliquer à quel point je suis passionnée de pâtisserie. Sachant que ça m'avait toqué la veille. Je suis passionnée de pâtisserie et à tel point qu'il faut absolument que j'intègre la formation. Donc, 10 jours après, quoi. Donc là, on m'explique qu'il va y avoir une commission, etc. Et que ce sera à l'issue de cette commission que je saurai si je suis financée, ou pas. Moi, on me dit ça, je dis ah, ok. Donc la commission, c'est quand ? C'est dans une semaine, très bien. Donc tous les jours, j'allais à Pôle emploi. Bonjour, c'est Charlotte, je viens voir où on en est. Et donc tous les jours, les conseillers me répondaient mais Madame Husneau, on vous a dit que c'était la semaine prochaine. Oui, je sais, mais c'est pour vous montrer à quel point il faut vraiment que j'intègre cette formation. Il en va de la viabilité de notre projet. Vous vous rendez pas compte, ça fait des mois qu'on travaille dessus. Il faut que j'intègre cette formation. Au bout d'une semaine, la commission se passe. Et, à la grande surprise de tout le monde, mon dossier est accepté et je suis donc financée par Pôle emploi. Donc, incroyable. Donc, c'est un vendredi. La conseillère de Pôle emploi m'appelle en me disant Madame Husneau, ça a été confirmé, c'est bon, vous êtes validée et tout. Je dis oh putain, Eta, oui, moi aussi je le dis. Oh putain, c'est génial, je suis trop contente pour vous et tout. Je dis c'est génial, super. Bon, j'appelle la responsable de formation. Donc, j'appelle la responsable de formation. Et la responsable de formation me dit, écoutez, Madame Husneau, c'est incroyable. Sauf que la formation commence mardi. Vous avez donc 3 jours pour trouver un stage. J'étais là, mais trouver un stage en 3 jours, je dis, mais j'ai en plus, tous les stages sont pris. Elle me dit, oui, si j'étais vous, j'irais tout de suite vers une grande enseigne, type Paul, Marie Blachère, etc. En sachant que maintenant, tu as bien compris que moi, les arts de la table étaient extrêmement importants. Je ne mets pas les pieds dans ce genre d'endroit. Et je dis, non, mais en fait, c'est pas possible. Moi, je n'ai pas fait du harcèlement à Pôle emploi pour me retrouver dans une chaîne pendant 1 an. Enfin, c'est juste pas concevable. Pour autant, je me dis, bon, il va falloir quand même que je trouve un stage parce que là, il me reste 3 jours. C'est quand même assez rock'n'roll comme challenge, quoi. Et le soir, mon mari me parle d'un lieu devant lequel il passe tous les jours, qui s'appelle l'atelier d'Alice Eben à Longeville-les-Metz.
Et il me dit, écoute, je te verrai tellement dans un lieu comme ça, c'est vraiment, ça a l'air hyper accueillant, vraiment, essaye d'aller voir. Donc le lendemain matin, je mets mon réveil à 5h du matin, je me dis, bon, le pâtissier, il se lève tôt. Donc 6h, je suis devant. Donc j'avais écrit une lettre de motivation la nuit, etc. J'arrive devant et donc la Ben m'accueille et je lui dis voilà, je vous explique, j'ai été prise, je suis financée pour la formation pâtisserie du CAP. Il faut que je trouve un stage, j'ai 3 jours. Il me dit oh waouh. Bon bah déjà félicitations parce qu'en fait les places sont extrêmement serrées. Je crois qu'il y a 12 places par an. En tout cas à l'époque pour la formation adulte. Il me dit mais par contre je suis désolée, on a déjà le nombre de stagiaires qu'il nous faut donc voilà. Je lui dis ah ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous laisse quand même mon CV, ma lettre de motivation. S'il vous plaît, juste prenez le temps de la lire. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Et le soir, Alice m'a appelée en me disant bon, écoutez, c'est vrai qu'on va être un certain nombre de stagiaires cette année, mais on te prend, let's go. On commence avec toi aussi, quoi. Donc, alors là, moi, j'étais refaite. J'étais mais c'est incroyable, mais vraiment ce karma de ouf. Donc lundi matin, je rappelle la responsable de formation qui m'a dit quelque chose qui me restera à vie. Elle me dit non mais c'est incroyable. Elle me dit mais vous connaissez forcément quelqu'un en fait qui vous a aidé dans tout ça. Elle me dit c'est pas possible. J'ai dit mais non mais si j'avais connu quelqu'un, ça aurait été encore plus vite. Je dis non. Elle me dit ok vous en voulez et du coup c'est top finalement quoi. Le soir on va avec mon frère au restaurant. Donc la rentrée c'était le lendemain, le mardi. Et donc le soir on va au restaurant. Au Cantino avec mon frère, qui est notre adresse préférée sur Metz. Et donc, je dis à Tino, tu sais pas quoi, demain, j'intègre le CAP pâtisserie. Et donc, je dis, donc moi, 10h, je rentre, je dors. C'est ma rentrée des classes demain. Je suis sérieuse. 10h, on commence à partir avec mon frère. Là, Tino qui me dit « Attends, chat, faut qu'on ait une petite discussion parce que là, tu me parles du CAP pâtisserie. Mais moi, je veux voir de quoi tu es capable maintenant. » Je résume la situation. Donc, on a fini, il était, 3-4 heures du mat. Donc, où là, Tino m'a donné mon premier cours de pâtisserie à faire, à monter des blancs en neige au fouet, ce qu'on ne fait évidemment jamais. Faire des fondants au chocolat, des crèmes à la vanille, etc. Le tout arrosé de très bon vin. Donc, je te laisse imaginer la tête que j'avais le jour de ma rentrée. J'avais dormi 3 heures. Je pense que je devais encore avoir 1 gramme. Et voilà. Donc, c'était ma rentrée en CAP pâtisserie. Incroyable. Clairement, toi, t'en veux, quoi. Mais en plus, t'en veux. Et avec le sourire, ça a l'air léger. Bah oui, tu t'es levé à 5h du mat et t'es allé à la boulangerie. Mais en fait, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est de me dire que rien n'est impossible. Bon, alors... Par contre, j'ai le don, effectivement, de mettre le pied dans la porte et de ne pas l'enlever. Ça, c'est vrai que... Mais ça a toujours été comme ça. Et une espèce de culot qui me fait marrer en plus. Tu penses que le culot ouvre des portes ? Tu peux te permettre du culot avec n'importe qui et dans n'importe quelle situation, mais il faut savoir doser et se dire ok là c'est bon, là je peux. Non là c'est too much. Non là ça va pas passer. En fait voilà, c'est juste cette notion et ça je pense que c'est quelque chose, il y en a qui le maîtrisent à merveille, il y en a qui apprennent à le maîtriser, enfin voilà, c'est quelque chose mais c'est vrai que moi ça me fait marrer en fait. Tu vois, de mettre un peu les gens... Oui, je te dis, de mettre le pied dans la porte et dire coucou, je ne partirai pas. Voilà. Et de se dire surtout que rien n'est impossible. Je veux dire, oui, j'avais fait une école de commerce, oui, j'ai bossé pendant 10 ans à l'Arsenal, oui, j'avais envie de monter un salon thé, il faut le CAP, let's go en fait. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi en fait ? Ou pourquoi pas nous ? Je veux dire, finalement. Il n'y a pas de raison. Ouais, t'as pas de limite ? Non. Et t'as jamais douté ? Si, le doute fait partie du quotidien, bien sûr. Si, le doute fait partie du quotidien. Mais il te bloque pas ? Je m'étais jamais posé cette question, mais non. Non, ça me bloque pas parce qu'en fait, je me dis que personne n'arrive à faire des choses sans approfondissement, sans test, sans... Quand tu entreprends quelque chose, de toute manière, à un moment donné, ça va foirer à un moment donné. Bon, mais c'est comme ça, en fait, c'est tout. Après, il faut avoir la capacité de se dire, ok, là, ça foirait parce que machin. Let's go, on va passer par un autre chemin. Je doute au quotidien, mais par contre, j'ai beaucoup de certitude aussi. C'est-à-dire, par exemple, là, le CAP, il fallait que je l'aie. En fait, on va pas... Il me faut ce CAP, en fait. Il faut que je rentre dans cette formation. Et du coup, je lâcherai rien tant que j'aurai pas intégré la formation, par exemple. Mais tu doutes sur quoi, alors ? Ça va être sur des choix... bizarrement, ça va être sur des choix beaucoup plus légers.
Ça va être oh bah tiens, là j'ai envie de diversifier un peu mon offre, je vais faire une tarte, il faut que je choisisse le parfum, je vais mettre 3 jours à choisir le parfum alors que voilà. Ok. T'obtiens le CAP, Oui. mais le Covid arrive à ce moment-là? En fait, c'est pendant l'année du Covid, donc moi j'étais 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Et on est confiné au mois de mars, en sachant que nous, on avançait bien sur le projet. Donc, confiné au mois de mars, ouverture du salon de thé en mai, incompatible. Assez rapidement, on fait une petite réunion en visio et on abandonne le projet en se disant, là, on ne sait pas, c'est surréaliste ce qui est en train de se passer. On ne peut pas prendre le risque d'investir autant d'argent parce que le démarrage, l'investissement de départ était quand même assez conséquent. Donc, on décide finalement d'abandonner le projet. Sauf que moi, je me retrouve avec le CAP. Je me dis, OK, donc l'événementiel, en fait, là, c'est terminé. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je venais d'avoir ma deuxième fille et que j'en avais marre aussi de travailler les soirs et les week-ends, premièrement. Deuxièmement, c'est un milieu qui, malgré tout, il y a un gros turnover qui se fait. Et c'est normal, en fait. Les jeunes arrivent, ils n'ont pas d'enfants, ils connaissent des nouvelles choses où nous, on est complètement boomers sur certains sujets, etc. Et c'est pas grave, c'est normal, en fait. Quand on vient nous demander conseil, là, on se dit « Ah, ok, donc on vient nous demander conseil maintenant. » Bon, donc voilà, et tu laisses la place finalement à ceux qui ont envie d'être sur le terrain et de prendre toute l'ampleur des manifestations. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi où j'avais conscience qu'à un moment donné, ça allait naturellement basculer. Donc j'avais pas envie de le subir, je préférais que ce soit un choix de ma part. Et puis avec le Covid, je me disais, mais en fait, de toute manière, l'événementiel ne va pas redécoller d'aussitôt, quoi. Et j'ai le CAP. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Comme on décide d'annuler l'idée du salon de thé, je me dis, je vais essayer de monter mon propre truc, ma propre entreprise, et donc d'être ma propre patronne. Et on en vient à justement tenir la barque alone. Et tes amies, elles ont fait quoi, elles, par la suite? Eh bien, l'une est salariée dans le social, mais pareil, avec un esprit entrepreneurial de fou. Donc là, c'est qu'une question de temps, mais à mon avis, elle, c'est pareil, ça va exploser. Et puis, on a notre chef préféré, là, qui, du coup, est toujours en salariat aussi, dans un restaurant, boulangerie. Elle fait ce qu'elle aime. Et je souhaite aussi un jour de pouvoir monter sa propre entreprise, bien sûr. Donc oui, pardon, je t'ai coupé du coup, mais le Covid, et tu te dis qu'est-ce que je fais de ce CAP pâtisserie? Voilà, pareil, tu vois, ça fait partie des certitudes que j'ai de temps en temps. Est-ce que c'est de la certitude ou c'est de l'intuition? Je pense que c'est un mélange des deux. J'ai l'intuition que ça va bien se passer et la certitude qu'il faut que je le fasse. T'as ton CAP et tu as la certitude qu'il faut que t'en fasses quelque chose. Alors là, c'est plus ça, c'est-à-dire que là, je suis au chômage. Et là, c'est une certitude qu'il faut que je travaille, oui. Fallait que je travaille, quoi. Donc, du coup, let's go. Et j'ai eu énormément de chance, et ça, là-dessus, ils le savent, mais je leur dirai toute ma vie. Déjà, j'ai une formation exceptionnelle chez Alice et Ben. Ils m'ont vraiment formée de manière incroyable. J'étais leur petit Jedi. Et en fait, ils m'ont aidée à me lancer, mais de manière incroyable. Et ça, je leur suis vraiment redevable par rapport à ça. Parce qu'en fait, ça a coïncidé avec eux, leur fermeture. Mais ils n'étaient pas obligés, en fait, de mettre le pied à l'étrier comme ils l'ont fait. Et vraiment, ils l'ont fait. Alice, elle a passé des heures à m'écouter. Parce qu'au début, j'en pleurais d'angoisse, de stress, d'incertitude pour le coup. Ok. Ah oui, au début, tu te lances, tu dis ok, où est-ce que je vais, quoi, hein. C'est hyper compliqué, mais elle a une patience, une tendresse en fait que je n'oublierai jamais et qui était indispensable pour un démarrage, je pense. J'étais vraiment, j'avais mes coachs, quoi. Tu vois, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Caroline tout à l'heure parce que vraiment ça m'a très très émue et puis je l'aime vraiment énormément, donc en plus que ça vienne d'elle, ça me touche, mais j'ai la chance vraiment dans ma vie de rencontrer des personnes exceptionnelles. Tu vois, quand elle dit oui, c'est vrai qu'il y avait du monde de tout horizon à ton anniversaire, mais en fait moi ma vie c'est les gens en fait, et surtout j'ai une chance incroyable d'avoir rencontré des personnes exceptionnelles. La vie me met toujours sur mon chemin des gens incroyables et que je ne veux pas lâcher. Donc c'est vrai que j'arrive à 40 ans avec des amis derrière moi, devant moi, autour de moi en fait, mais parce que je veux pas les lâcher, parce que pour moi c'est des personnes
incroyable et exceptionnel. Parce que même encore à 40 ans, où on dit ah bah c'est le moment où il y a un peu le tri et tout, bah moi j'arrive encore à rencontrer des personnes incroyables. Voilà, j'ai mes amis depuis 20 ans. J'allais te demander si du coup tu avais des amis de longue date. Mais bien sûr, j'ai des amis, ma plus vieille amie, on s'est rencontrés, on avait 8 ans, donc tu vois, ça fait 32 ans. Elle déteste que je l'appelle ma vieille amie, mais c'est ma vieille amie. J'ai mes amis, enfin voilà, j'ai des amis. J'ai la chance d'avoir aussi des femmes avec des tempéraments ultra forts autour de moi. Je pense à Hello, je pense à Gab, je pense à Émilie, à Elvine. Mais c'est des tempéraments toujours très forts, mais toujours dans une bienveillance, dans une générosité. Et puis moi, je vis avec elles, avec eux, avec mes amis, avec. Ouais, tu te sens, rien que de la manière dont on parle, rien peut t'arriver avec des proches comme ça, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Puis j'ai un socle familial aussi. On est pareil, on est extrêmement proches. On est une grande famille recomposée. Et pour moi, la famille, c'est primordial. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 filles. Et je veux absolument qu'elles sachent que le monde leur appartient. Qu'elles peuvent tout faire. Qu'elles peuvent demain vouloir être pilote de ligne ou aller faire des bonnets en laine dans les Pyrénées. Je veux absolument qu'elles sachent qu'elles peuvent tout faire. C'est ok, il y a plus de gens gentils que de gens méchants. Elles seront plus aidées dans leur vie par des situations, des personnes. Pour moi, il faut qu'elles comprennent que tout est possible. Et du coup, tu ouvres quand ? Parce qu'on n'y est toujours pas à Chachou. Ah oui, c'est vrai. Fin 2020, en fait, je prends la décision de monter mon entreprise et je décide de faire une ouverture officielle le 1er avril 2021. Voilà, j'ai choisi la date du 1er avril parce que symboliquement, je trouvais ça fandard, en fait, de faire ça le jour des blagues, quoi. Et effectivement, donc, je lance Chachou et là, par contre, pour le coup, je me retrouve dans une profonde solitude parce que, du coup, c'est la première fois où je travaille toute seule dans mon laboratoire. Il faut prendre les décisions toute seule, donc c'est ce que j'ai toujours voulu. Et en même temps, ça crée des angoisses parce qu'on ne peut pas confronter ses propres idées, ses propres volontés avec quelqu'un qui tempère, qui dit « t'as raison, franchement, là, ça claque ». Ou alors « non, alors là, franchement, tu vas droit dans le mur, c'est tout pourri, ça va pas du tout ». Donc voilà, on est responsable de ses propres décisions à ce moment-là. Et c'est pas facile. Heureusement, j'ai une énergie qui fait que... alors heureusement et malheureusement, parce que j'ai une énergie débordante qui fait que j'ai pas de limite, mais arrive quand même le moment de la limite du corps qui dit alors là, non, là par contre, en fait, tu dors 4 heures par nuit. Il va falloir arrêter ça. Donc là, je fais avril-décembre où je me souviens, je prends un seul jour de repos sur toute cette période-là. Et arrive en décembre, on décide de faire 3 jours après Noël avec les filles en Alsace pour repasser un petit peu de temps en famille et tout. Et c'est la période où il y a le 2e confinement. Donc là, on est sur novembre où... tu sais, c'est le Noël où il disait il faut éviter d'être en famille, etc. Donc le Covid est encore bien présent, quoi. Hein. Et finalement, on est à table le 25, je me sens pas bien, et là, je fais le test, j'ai le Covid. Donc, nos 3 jours en Alsace sont annulés et je me retrouve confinée dans une chambre pendant une semaine. Et là, en fait, je passe les 3 premiers jours à pleurer en me disant « Non, mais attends, ça fait 6 mois que t'as pas eu un seul jour off. » C'est pas juste en fait. Moi, j'ai pas choisi d'arrêter de travailler en salariat pour être mon propre esclave en fait. C'était pas le deal. Le deal, c'était de pouvoir travailler à mon rythme, comme je le voulais, et de pouvoir prendre mes propres décisions, etc. Et donc là, effectivement, moi, je décide de prendre des décisions draconnières et de m'orienter vers le mariage. C'est-à-dire arrêter de faire... parce que j'avais une carte immense quand j'ai démarré. À la base, tu faisais quoi du coup ? Et à la base, je faisais beaucoup de pâtisserie du dimanche, on va dire. Des tartes, des entremets, des choses comme ça. Et c'est mon amie Julie, qui elle aussi est une femme très forte, une sacrée working girl, qui me dit aussi à un moment donné, il faut se recentrer. C'est elle qui m'avait dit à un moment donné, il faut que tu y ailles, qu'est-ce que tu attends, etc. Et là, pareil... je me souviens qu'elle me dit à un moment donné, il faut que tu te recentres et que tu vois un peu, que tu fasses la balance,
du rentable, en fait, tout simplement, quoi. Donc je décide d'aller dans une niche, tout simplement, de la pâtisserie, qui est les pièces montées de mariage. Et donc, pendant ma semaine de convalescence, je m'inscris à une formation pour les pièces montées de mariage. Et là, c'est pareil, c'est grâce, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi, et c'est grâce à ma copine Gabrielle qui se marie. Et donc, je lui dis, écoute, en plus, j'étais sa témoin, je lui dis, écoute, je t'offre ta pièce montée de mariage. Donc, je n'en avais jamais fait. Mais avec la certitude que ça se passerait bien. Et puis surtout, je me suis dit, bon, de toute manière, même si elle s'écroule, je sais que Gab, elle va en rire plus qu'autre chose. Il y avait un enjeu de lui faire plaisir, de leur faire plaisir, mais il n'y avait pas d'enjeu. Enfin, je savais que voilà, c'était dans la bienveillance dans tous les cas. Bon, quand j'ai été lui amener mon premier voyage avec une pièce montée dans le coffre, je suis arrivée, elle se mariait, donc 2 heures après, je me suis effondrée en larmes dans ses bras. Je ferai plus jamais ça de ma vie. Aujourd'hui, j'en livre 40 par saison, mais donc voilà, c'est en fait, si tu veux, dans la vie, je pense que c'est que des petites opportunités qui font que t'en es là où tu en es à un instant T, quoi. Parce que ça t'a ouvert des portes de faire son gâteau à son alors mariage complètement, parce que finalement, donc Gabrielle, donc je lui fais sa pièce montée. Margot Gatti, qui est aussi une amie, une grande amie, fait la photo du gâteau. Donc moi, c'est la première fois aussi que j'ai des photos pro pour communiquer. C'est là aussi où je rencontre Émilie Desmerveilles, qui par la suite me présente Caro. Donc en fait, voilà, c'est un cercle de Wonder Woman. Mais effectivement, à la toute base, c'est Gabrielle, c'est le mariage de Gabrielle, moi, qui m'a impulsée en fait sur les mariages. Voilà. Et c'était pas du tout prévu au démarrage, hein, mais ça s'est fait comme ça naturellement. Parce que j'ai été bien entourée à ce moment-là aussi. Et ça te convient mieux le rythme là maintenant ? Je trouve ça assez valorisant de maîtriser ces techniques. J'ai une petite fierté, j'avoue, de pouvoir maîtriser ça. Ça me fait plaisir, et je sais que c'est le gâteau d'une vie pour les mariés. Et comme je suis très entière, je joue ma vie sur chaque gâteau. À chaque gâteau, j'ai une angoisse pas possible. La période de l'été, heureusement qu'il y a les apéros le soir pour souffler, parce qu'en fait, il y a tellement de stress et d'angoisse que finalement, sinon je tiendrais pas. Mais non, mais c'est pour dire en fait que vraiment l'été, je dois jongler un peu aussi avec moi, le fait de prendre du temps le soir pour souffler avec les copines, avec les amis, avec les copains, parce que sinon en fait je tiens pas sur la longueur. C'est trop de stress, il faut que je décharge. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est un vrai marathon en fait. C'est hyper physique, parce que finalement on porte des pièces montées à longueur de journée, mais ça peut aller jusqu'à des 20, 25 kilos, 30 kilos parfois. C'est énorme. Donc c'est pareil, telle une grande sportive, oui, parce que je fais énormément de sport, tout le monde le sait. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, je suis obligée d'aller même chez mon ami kiné toutes les semaines, parce qu'en fait, sinon, même mon corps, je tiens pas, quoi. D'avril à octobre, et d'ailleurs, les gens le savent, je suis ultra dispo pour sortir à la Dame Jeanne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est des périodes où moi, je peux moins recevoir, par contre. Et est-ce que tu te sens épanouie dans ce que tu fais ? Ça, c'est une bonne question. Alors, oui, mais je suis certaine que ce n'est pas ma dernière expérience professionnelle. J'en suis sûre, à 100%. T'as déjà des idées ou c'est juste une certitude lointaine ? J'ai déjà des idées. Pour le coup, tu vas rire, mais j'avais en tête, parce que je me suis renseignée et que ça m'avait l'air chouette, ça me trotte depuis quelques temps, mais je trouvais ça assez fandard de faire de la diététique. La pâtissière qui devient diététicienne, et puis pour le coup, ça m'intéresse vraiment, notamment chez les adolescents. Ma fille est adolescente, et c'est vraiment une approche, encore une fois, autour de la nourriture. Et pour moi, c'est une approche oui, voilà, d'expliquer l'importance de bien manger, de manger des bonnes choses, des bons produits, qui sont issus voilà, de petits producteurs. Bon, ça fait très bobo ce que je dis, mais j'y crois profondément, en fait. Il faut pouvoir manger sainement, et voilà. Donc, mais bon, encore une fois, je te dis, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est un métier qui est très, très en vogue. Mais c'est pas, je l'exclus pas encore, hein. C'est pas, tu vas rigoler, mais je crois énormément au karma, encore plus au mana. C'est le karma de Tahiti.
En fait, on a eu la chance exceptionnelle de pouvoir aller à Tahiti en famille parce que la sœur de mon mari avait été mutée là-bas pendant 3 ans. Donc, ils nous ont accueillis de manière exceptionnelle. Et en fait, là-bas, ils vivent avec le mana. En fait, le mana, si tu veux, c'est la puissance naturelle, ouais, les énergies, en fait. Et je suis partie en ayant une profonde conviction que le karma avait un grand rôle à jouer dans nos vies. Et je suis revenue en ayant une profonde conviction que le mana, en fait, nous aide quand on en a besoin à un moment donné. Et c'est vrai que la pâtisserie, c'était pas du tout le projet de départ. Je veux dire, à la base, je voulais travailler dans le milieu culturel, je l'ai fait 10 ans. Bon, par la force des choses, je me suis retrouvée dans la pâtisserie. C'est pareil, les gens ils me disent: ah, mais toi, c'est parce que c'est une passion. Non. Je veux dire, je suis arrivée au CAP pâtisserie parce que on devait monter un salon de thé avec des amis et que ça me tenait à cœur. Mais avant, j'avais fait 3 cookies dans ma vie, quoi. C'était pas du tout une passion. Ça l'est devenu par la suite. Voilà, et je suis intimement persuadée que la vie, un jour, fera que je prendrai une autre orientation, mais je serai tout aussi convaincue. Ce sera tout aussi génial. Encore une fois, il ne faut pas bousculer les choses. Je veux dire, ça arrivera quand ça arrivera. Mais par contre, j'y crois profondément. Je me dis, bon, pareil, tu vois, pour moi, il faut savoir choper les opportunités à un moment donné où elles se présentent à toi. Et parfois, tu es en capacité de les accepter, parfois pas. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on a pu dire dans ta vie qui te marque ou qui t'a porté, qui t'a inspiré? Alors, oui. Donc, comme j'ai pu te le dire précédemment, donc, ma famille a une place extrêmement importante dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer mes 4 grands-parents. Donc, mon papy, un jour, m'a dit: vouloir, c'est pouvoir. Et en fait, ça résume tout. Quand tu veux, tu peux. C'est très simple. Tout le monde la connaît. Mais il n'y a pas une journée où je ne me le répète pas. Il te l'a dit quand? Oh, je devais être adolescente. Je pense que c'était dans ma phase un peu sympa, un peu rock'n'roll, où certainement je devais avoir beaucoup de doutes sur l'avenir et tout simplement, quand une des personnes que tu chéris le plus te dit vouloir c'est pouvoir, sur le moment tu fais ouais, ok, c'est bon, on la connaît tous, ça va, oui, c'est facile à dire, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je te dis, aujourd'hui, à 40 ans, il n'y a pas une journée où je ne me le répète pas. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Merci à toi. T'es un petit bout de femme. Enfin, je crois que Caro, elle a vu très juste dans ce qu'elle racontait de toi au début. Hein. Tu veux dire quand elle m'a tiré les larmes avec tous ces gentils mots? Bah ouais, mais c'est vrai. Tu fonces, quoi. On va continuer notre échange pour que tu me parles du coup d'une personne qui t'inspire, que j'irai interviewer dans l'épisode suivant, puisque je le rappelle, mais tous les épisodes sont reliés entre eux. Chaque invité m'amène au suivant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, je vous en remercie beaucoup. On se retrouve très vite. À bientôt!